on va les créer. Et ça ne sert à rien d'être à 15 dans une commission. Il faut privilégier le facteur humain. Il faut avoir plaisir à faire ce qu'on fait, il faut être motivé, il faut faire ça avec des gens de notre entourage, il faut essayer de diversifier le groupe, parce que si on a des expériences similaires, on va avoir tendance à voir les choses de la même manière. Et en fait, mais il faut que les gens s'entendent. Il faut un facteur humain là-dedans. Le facteur humain est important. Et moi, je pense à des petites commissions de 3 à 5 personnes. Et on peut faire énormément quand on travaille dans ce système-là. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a la connaissance d'éléments qui peuvent apparaître comme des détails. Puis des fois qui révèlent des systèmes que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais qui est passé sous les écrans radars de la plupart des personnes qui sont prises avec ce système. C'est le petit événement qui change le cours des choses où on se dit mais merde, ça j'y avais pas pensé. Voilà, c'est ça en fait le côté positif de la création de la commission. C'est que voilà, il y a des gens qui ont connaissance de petits éléments de détail et qui peuvent énormément changer la vision des choses. Et je dis, on n'est jamais objectif quand on est victime. Jamais. Parce qu'on est toujours aux prises avec le système judiciaire, on ne voit que le judiciaire, mais regardez le cas des enfants. Les mamans qui se font retirer des gosses, ils vivent tous le même système, c'est le copier-coller. Vous prenez 10 dossiers, vous verrez les mêmes manips. Qui aujourd'hui a pensé à aller voir les cours qui étaient dispensés chez les assistantes sociales? Moi, j'en ai une dans ma famille. Ma petite cousine a été assistante sociale. Elle est partie au courant du truc. Hein. Quand elle a vu ce qu'il y avait là-dedans, elle s'est barrée. Mais quand elle était en études d'assistante, moi, je la voyais tous les week-ends, je voyais son discours se modifier de semaine en semaine. On est endoctriné. Regardez pour les militaires, hein, des gendarmes, là, des anciens gendarmes qui sont là, hein, il y en a 3. Regardez quelle formation vous avez reçue. Parce que ça nous échappe, mais on est tous formatés. Militaires, travailleurs sociaux, on joue sur l'ego des gens, on vous fait croire que vous serez les gens les plus intelligents et les plus essentiels du monde. Mais souvent, les bases qu'il y a derrière ça, elles sont complètement frelatées. Donc, il faut, qui a pensé à aller voir la formation des magistrats à l'École nationale de la magistrature, qui a été décortiquée des formations d'assistance sociale. On joue sur l'ego de ces gamines, on joue sur l'ego, en leur disant vous serez les pièces essentielles du puzzle. Expliquez-moi comment, en tant qu'assistante sociale, avec 2 ans de formation, hein, vous êtes psychologue, vous êtes magistrate, vous avez toutes les connaissances du monde. C'est marrant, les personnes qui sont dans ce cursus, en 2 mois, on va vous apprendre ce que les personnes mettent 3 ans ou 4 ans à acquérir. Ça pose problème. Qui a pensé à les voir? Qui a pensé à décortiquer le système financier dans les placements? Les sommes colossales qui sont remuées au sein des conseils départementaux. Vous apercevez qu'en bout de chaîne, vous avez toujours des associations. Vous avez un milieu associatif, et un milieu associatif qui n'est jamais contrôlé. Jamais. Il n'y a pas de contrôle dans l'aide sociale en France. Les sommes colossales qui sont gérées dans chaque département échappent à tout contrôle. La dernière fois que la Cour des comptes s'est penchée sur le problème, c'était Philippe Seguin, qui a dit le système, c'est débile, c'est pas possible. Il y a 50% des gamins qui sont dans le dispositif phase 2 qui ne devraient pas y être. Et puis, oui, il y a des sommes en jeu qui sont importantes. Mais personne ne va voir. Alors moi, je vais encore vous ramener, parce que je ramène, c'est pas l'idéologie, je ramène toujours ça des cas concrets. Rappelez-vous, je ne sais pas si des gens dans le public ici se rappellent du foyer d'Ariane en Vendée. L'affaire Verdun, ça vous dit quelque chose? Monsieur Verdun qui s'était mis en ménage avec une dame qui avait des difficultés, qui avait été intégrée au sein du foyer d'Ariane, à La Roche-sur-Yon. Et puis ce gars, il se sépare de sa compagne,
il s'aperçoit qu'il est père d'une petite fille qui est décédée, et cette petite fille décédée, elle a été violée par des éminents membres de partis politiques. 3 ont été identifiés. L'affaire Verdun, elle a été acceptée, la plainte de M. Verdun a été acceptée par la justice. Bon, la plainte est en train de dormir, quand on sait qui ça mène. Ça se passait sur une péniche en région parisienne. Mais, curieusement, M. Verdun, il était, avant d'arriver à La Roche-sur-Yon, alors où il a violé je ne sais combien de personnes, au sein de... monsieur, excusez-moi, le type qui était dans le foyer d'Ariane, le directeur du foyer, il était impliqué dans des affaires de viol. Mais ce monsieur, il avait un passé au foyer pour enfants de Coix-la-Forêt. Parce qu'il avait financé sa campagne politique avec l'argent du foyer. Mais des affaires comme ça, vous en avez combien? Celle-là a été jusqu'au bout. Mais il y en a combien des affaires comme ça et qui passent sous les radars? C'est révélateur d'un système. Qui va y voir? Qui va y voir? Et c'est ça qu'il faudrait qu'on commence à décortiquer. Le système financier, où va l'argent? Et qu'est-ce qu'il y a de positif dans le système? Parce que regardez, il y a je ne sais combien de personnes, il y a des personnes qui vont être là ce soir, des personnes qui ont été des anciens éducateurs, qui sont partis. Parce que les éducateurs, ils voulaient vraiment bosser comme les gendarmes ou les policiers qui rentrent dans la police, parce qu'ils veulent jouer un rôle essentiel auprès de la société. Puis quand ils sont dans le dispositif, ils s'aperçoivent que c'est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé. Ben, ces gens-là, ils ont claqué la porte. Ils ont dit non, moi je ne participe pas à ça, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, il va falloir quand même qu'on décortique où sont les choses positives qui sont garantes de la défense de l'enfant. Moi, il faut m'expliquer comment on inculque à des magistrats, à l'École nationale de la magistrature, des lois, des manières de travailler qui est complètement opposée à ce que la France a signé dans les traités européens. La France signe des traités, et le magistrat, il juge, on lui apprend à juger complètement à l'envers de l'intérêt des traités qui ont été signés par la France. Qui va décortiquer ce système? Personne. C'est fou quand même. Donc c'est pour ça j'espère beaucoup vraiment des commissions. Vraiment, venez bosser au sein de ces commissions. Alors, après-guerre, les Américains ont entrepris un véritable travail de sape sur nos économies. Vous avez vu qu'en France, on perd chaque année 60 000 entreprises. On perd à peu près 10 emplois par entreprise disparue. Donc, c'est 600 000 personnes qui arrivent dans la précarité ou qui traversent les procédures collectives qui sont, je vous le rappelle, payées par le contribuable. Alors, comment on a agi? Tout simplement pour les PME, PMI, par la loi de 67 sur les faillites. La fameuse loi qui a été faite au moment de Biot, qui a été réformée en 85 par Badinter. Parce que là, on va faire entrer les banquiers dans le circuit. Parce que la justice commerciale, n'oubliez jamais que les juges des tribunaux de commerce ne sont pas des magistrats. Ce sont des commerçants. Donc des gens qui ont une méconnaissance la plupart du temps de la loi. Ils arrivent, parce que ça fait bien, quand on est membre du Rotary, d'ajouter qu'on est magistrat au tribunal de commerce. Ces gens-là, ils ne sont pas élus. Ils sont cooptés. Cooptés. C'est-à-dire que c'est dans les milieux consulaires, chambres de commerce, ces gens-là sont proposés comme magistrats. On rentre en magistrature consulaire comme on rentre en franc-maçonnerie. Et ces paroles ne sont pas les miennes, ce sont celles du président de la commission d'enquête sur les tribunaux de commerce. François Colcombé avait dit, à travers la France, avec l'identité des magistrats consulaires, je peux vous dresser
la carte de la franc-maçonnerie en France. Ce sont tous des milieux francs-maçons. Rappelez-vous de quelle manière est entrée la franc-maçonnerie à l'époque de la Révolution française. C'est la finance anglaise qui a introduit la franc-maçonnerie. Moi, j'ai rien contre l'idéologie maçonnique. Hein. Bon, j'ai ma petite idée là-dessus. Je suis sûr que la plupart des gens rentrent en franc-maçonnerie parce qu'ils ont l'impression de rentrer des gens qui vont participer à élaborer tout un tas de choses positives pour la société. En fait, c'est tout le contraire qui se passe, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étages, mais il n'y a pas beaucoup de communication entre les étages. C'est comme dans la religion, hein, vous avez le brave bougre qui est diacre, moi je suis diacre. Hein, puis vous avez le salopard qui est en haut au Vatican. Moi je me reconnais effectivement à travers les valeurs christiques, mais je peux vous dire que le salopard qui est là-haut, c'est pas mon copain. Hein, n'oubliez jamais que les trois piliers de la finance mondiale, c'est Washington DC, c'est la couronne britannique et c'est le Vatican. D'ailleurs, expliquez-moi, en tant que bon disciple du Christ, comment le pape a participé à exfiltrer les criminels nazis. Faut m'expliquer, moi. Parce que moi, en tant que religieux, il y a 10 choses que je retiens. Les 10 commandements. Et les 7 péchés capitaux. Pas capitaux par leur importance, parce que c'est des péchés anodins, mais qui génèrent tout le reste. Voilà ce que, ma position de religieux, voilà ce que je retiens. Et je peux vous dire que le Vatican et tout ce qui se passe, quand je vois le Vatican qui a financé, avec l'Opus Dei, et qui ont financé les attentats gladieux en Italie, un pape qui finance des attentats contre le peuple italien, ça pose quand même problème. Il faut quand même se poser les bonnes questions. Alors, naturellement, ces gens-là, au sein des tribunaux de commerce, ils sont contents quand ils éliminent une personne, ils éliminent un concurrent. Parce qu'ils sont juges. Ils sont là pour la justice, la main en équerre sur le cœur. Et en fait, ils sont contents quand ils ont claqué un concurrent, ils sont heureux. Eux, c'est des parts de marché qui sont gagnées. Et puis, derrière ça, il y a des affairistes qui viennent. Il y a des affairistes. Il y a de l'enrichissement sans cause. Vous avez des gens qui rachètent des entreprises à l'euro symbolique. Les repreneurs à l'euro symbolique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller faire le chantage auprès de l'élu local, auprès du président du conseil régional, pour dire oui, mais moi j'ai repris l'entreprise, mais je vais être obligé de licencier. Ou alors, vous m'aidez, vous allez trouver des plans de financement et d'aide pour que moi je puisse conserver l'emploi. Ça a été le chantage. Le chantage de l'emploi, on le connaît depuis les années 80. Et le mec, il va engranger le pognon du contribuable. Tranquille, il a racheté une entreprise à l'euro symbolique, et son personnel, il va être payé par les primes qui sont distribuées par le président de région. Et qu'est-ce qu'elle va faire l'entreprise au bout de 2 ans ou de 3 ans? Soit elle est revendue, soit elle est dépecée. Alors la liste, je peux vous la donner. Derrière ça, vous retrouvez un homme. L'homme politique préféré des Français. Monsieur Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, qui a été le penseur du système SDBO, pour venir en aide, pour ramener des capitaux dans les entreprises en difficulté. Alors, on a été débauché le président du tribunal de commerce de Paris pour mettre à la tête de la SDBO, Pierre Despessailles. Alors, les gamelles, les casseroles de Despessailles, je ne dis pas. On ne l'a jamais jugé, on l'a laissé mourir avant d'être jugé. Il est mort, arrivé en grand âge, il est mort, et puis on a dit, bon, ça passera par perte et profit. Derrière ça, vous avez l'entourage de Borloo, vous avez des gens qui se sont enrichis, je vais vous en citer 2, Bernard Tapie. Puis vous avez aussi Michel Koenka, les fonderies, toutes les fonderies qui puaient et dont personne ne voulait, tout ce qui se cassait la gueule, c'était racheté à l'euro symbolique. Et Koenka, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a constitué de toutes ces entreprises rachetées à l'euro symbolique, il a constitué un groupe qui a revendu 1,6 milliard à l'Union des banques suisses. Expliquez-moi comment vous vendez une 104 Peugeot au prix d'une Porsche. Il doit y avoir un loup quelque part. Mais quand vous allez gratter derrière UBS, vous
vous allez découvrir que vous avez un brave monsieur qui se prénomme Pierre Oliver. Sarkozy, le demi-frère de Nicolas, qui va intégrer ensuite, qui va quitter l'UBS et qui va intégrer un groupe financier adossé au complexe militaro-industriel américain. Tenez donc. Alors, quand vous regardez tout ça bout à bout, vous apercevez que ce sont les Américains qui ont dépecé la France de toute la métallurgie. Ça vous demande 10-15 ans d'enquête. Parce qu'il faut suivre. Quand vous prenez que des cas précis, il faut être capable de décortiquer tout le truc. Ben voilà comment on a dilapidé les artisans commerçants. L'agriculture. Je vous ai expliqué comment on cassait la gueule des artisans commerçants. L'agriculture, même chose. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'issue de la guerre? Ils ont créé un premier outil de propagande. Il n'y avait pas BFM TV à l'époque, mais on avait beaucoup de salles de cinéma en France. Le cinéma était très puissant avant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont dit, on va éditer un plan. Le plan Bloom-Barnes. On va vous aider à remonter votre économie, mais si vous ne passez pas 7 films américains sur les 10 films que vous diffusez dans vos salles de ciné, vous n'aurez pas l'aide du plan Marshall. Et Hollywood s'est empressé de tourner plus de 200 films de propagande américaine qu'on a diffusés dans les salles de cinéma françaises. On a commencé à amener le rock, la musique, tout un tas de trucs, la culture américaine, et le but c'était de faire vivre les Européens comme les Américains. C'était ça le but. Ensuite est arrivé le plan Marshall. On a imprimé du dollar, on a imprimé du papier, ce qui a permis aux Européens de repartir, de réacquérir des biens, et c'est facile d'imprimer du papier. Et on a amené massivement du matériel américain en Europe. C'était l'époque où les petits tracteurs Massey Ferguson, Massey Harris arrivaient à wagons entiers dans nos campagnes françaises. Alors, on nous a livré tout ça sous prétexte de famine. Alors, des anciens qui ont connu cette époque, j'en connais pas beaucoup qui ont crevé de faim. Parce que la plupart des gens qui étaient en région parisienne, qui étaient dans les grandes villes, ils avaient tous de la famille en campagne. Je peux vous dire qu'à l'issue de la guerre, il y a peut-être eu 15 jours, 3 semaines, ou 1 mois tout au plus, au moment de la libération où les choses ont peut-être été compliquées, mais les choses sont rentrées très vite dans l'ordre. Et là, l'arrivée de la mécanisation dans l'agriculture française, elle a produit des excédents de production comme vous ne pouvez pas savoir. Il y a eu des excédents énormes qui ont été produits. Il y avait des stocks au niveau de la communauté économique européenne, il y avait des stocks énormes. Les prix se sont effondrés. Les prix d'achat des denrées alimentaires frôlaient le prix de production. C'était le moment où tous les mouvements agricoles, ils étaient dans la rue et manifestaient avec leurs tracteurs. Et ça, à qui on a bénéficié? La grande distribution. Michel-Édouard Leclerc, Philippe Bulliez, ils ont eu qu'à se baisser pour ramasser au prix de production des denrées alimentaires. Puis, quand vous allez regarder tout ça, vous allez vous apercevoir que tous les gens qui ont émergé dans la grande surface, ils ont tous été formés aux États-Unis dans les techniques de vente. Ils ont été formés par un monsieur qui était un américano-colombien qui s'appelait Bernardo Trujillo. Édouard Leclerc est passé par la formation de Trujillo. Les Mulliez sont passés par Trujillo. Darty est passé par Trujillo. Ils y sont tous passés. Alors n'oubliez pas que Édouard Leclerc, dans sa jolie petite commune de Landerneau, c'était un agent de renseignement des nazis. C'est un mec qui a fait flinguer des résistants. Je peux vous dire que quand Sarkozy est allé décorer Édouard Leclerc,
je peux vous dire que le préfet, il n'en est pas large. Hein. Il dit, mais vous allez foutre le Finistère à feu et à sang. Parce que tout le monde ici connaît le passé collabo d'Édouard Leclerc. Encore les nazis, tiens, c'est marrant. Hein. C'est quand même curieux. Hein. On retrouve ces gens-là, ils ont fait le business après-guerre. Et voilà comment on a construit la grande surface. Tout simplement. Et puis on a dit après, c'est plus possible. Il va falloir qu'on restructure le milieu agricole. Et là, je ne sais pas, des gens ici ont entendu parler de ce qu'est le Club de Rome. Hein, c'est un club de financiers auquel appartenait la famille Agnelli. Mais le président du Club de Rome, ben, il s'appelait David Rockefeller. Et Rockefeller, ils ont initié un plan. Ils ont dit, voilà, on va prendre de l'argent dans la poche du contribuable et on va aider les agriculteurs les plus productifs. C'est-à-dire que ceux qui avaient des grandes entités agricoles, foncières agricoles, qui gagnaient leur vie, ceux-là, on les a aidés encore plus. Et ces gens-là, ben, ils ont fait crever les autres. Les plus aidés ont absorbé les moins aidés. Voilà ce qui s'est passé dans le milieu agricole. Et de 5 millions d'agriculteurs à la fin des années 50, on est passé à 450 000 aujourd'hui. Vous vous rendez compte? On a eu presque autant d'exclus fabriqués avec le plan Mancholte en France que la crise de 29 a mis de gens à la rue aux États-Unis. C'était 5 millions, hein, les 5 millions de pauvres, la crise de 29 aux États-Unis. La France a vu, dans toutes ces années, entre les années 50 et aujourd'hui, 4,5 millions d'agriculteurs qui sont passés soit au bout de la corde, soit à la rue. Qui sait aujourd'hui, quand il fait ses courses, que ce qu'il paie à la caisse de la grande surface, ça n'est qu'une partie de sa dépense alimentaire. Ça n'est qu'une partie de sa dépense. Parce que le plus gros de la dépense alimentaire, vous le payez par vos impôts. Le prix de Pâques, c'est bien l'Europe qui finance l'agriculteur. L'agriculteur aujourd'hui, s'il n'avait que le prix de sa production pour vivre, il ne boufferait pas, il creverait de faim. Et ça sera encore pire, parce que le prix d'achat aujourd'hui des productions sont en dessous du coût de production. Et c'est l'argent qui est dans la poche du contribuable qui vient faire le revenu de l'agriculteur. Donc entre 1970 et aujourd'hui, rien n'a changé. Si vous regardez qui accapare des aides agricoles, les aides PAC, c'est 20% de la population agricole qui accapare 80% du montant des aides. 1/5 des paysans récupèrent 80% du montant des aides. Et là, je ne dis pas ce qui va arriver au niveau alimentaire en France, parce que là, sur les 450 000 agriculteurs, on a les éleveurs de chiens et de chats, on a les éleveurs de chevaux de course, ce qui fait que les vrais agriculteurs, on en a probablement 350 000. Et la moitié vont partir en retraite dans les moins de 5 ans. 46-47%. Dans moins de 5 ans, ils sont en retraite. Il n'y a pas de reprise. Expliquez-moi comment un organisme comme la SAFER, qui gère le foncier rural en France, qui est en train d'accueillir à bras ouverts les Chinois qui viennent faire de l'achat de foncier en France. Des gens qui sont censés défendre l'agriculture, qui sont proches d'un syndicat qui s'appelle la FNSEA, Fédération nationale du syndicat d'exploitants agricoles. La FNSEA, elle est née en 1946. Tiens, bizarre. La FNSEA, elle est née sur les ruines des gens qui étaient sympathisants de Pétain et qui étaient tous des représentants des corporations agricoles sous Pétain, qui étaient des riches propriétaires fonciers. Donc aujourd'hui, vous savez, la présidente de la FNSEA, on connaît l'origine de sa famille. Hein. On sait que son père, c'était un membre des JAC, des Jeunesses Agricoles Catholiques. Allez voir, je vous invite à aller voir sur YouTube, vous allez avoir une capsule qui s'appelle « Le tracteur d'orgueil ».
C'est très bien fait. Vous allez voir, ces personnes vous expliquent le rôle des curés dans la modernisation, avec le Vatican derrière, dans la politique de modernisation des fermes en France. Incroyable. Donc le papa de la présidente de la FNSEA, puissant syndicat agricole, il était membre des GAC. Tiens, encore le Vatican, c'est marrant, hein, ils sont encore là. Alors ça, je vous ai expliqué, voilà, comment on est en train de faire descendre le commerce de détail et l'agriculture. Les grandes entreprises aujourd'hui, comment elles se sont cassées la gueule, les entreprises industrielles? Elles se sont cassées la gueule par la financiarisation. C'est-à-dire qu'on a permis aux entreprises d'aller chercher des capitaux sur les marchés spéculatifs. Donc je vous la fais court. En clair, c'est la finance spéculative qui vit sur l'économie réelle. Et puis, vous connaissez ce que c'est que les fonds de pension américains, vous savez comment ça marche, les retraites aux États-Unis. Les administrations, elles devraient payer un certain montant pour assurer la protection sociale de leurs salariés. Et bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont capitaliser leurs sommes, des adhérents, dans des fonds de pension. Et le fonds de pension, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il vient injecter son pognon dans nos entreprises françaises. C'est eux qui sont à la tête de nos entreprises. Je vais vous raconter l'affaire Moulinex. Moulinex, une usine d'électroménager qui était assez importante. On a vu les capitaux américains qui sont arrivés dans cette boîte. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils n'en ont rien à foutre de remettre du pognon, un tiers du pognon pour réinvestir, pour mettre d'avoir une chaîne de production productive. Ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le pognon pour les actionnaires. Toujours plus. C'est rentable, mais il faut que ce soit encore plus. Et ils vont ponctionner jusqu'à emmener l'usine à la faillite. Et quand ils ont emmené l'usine à la faillite, ils se cassent. Eux, ils s'en foutent. Quand ils ont investi 1000 $, ils en ont récupéré 5000. Et à la fin, le salarié français, lui, il se retrouve il est sur le trottoir. Hein, il est à la charge du contribuable à travers les procédures collectives. Alors, vous n'allez quand même pas me dire que les députés, nos sénateurs français, ne connaissent pas cette mécanique. Elle dure en France depuis 40 ans. On n'a jamais passé de loi pour essayer d'endiguer ce phénomène-là. Donc aujourd'hui, vous voyez, la personne qui a fait le plus de mal, elle l'a fait à son insu. C'était Pierre Bérégovoy, vous savez, l'affaire de Nevers, hein, puisqu'il était sur Nevers, Pierre Bérégovoy. Eh bien, c'est lui qui a permis aux entreprises françaises d'aller se financer sur les fonds spéculatifs. Et il a été conseillé par un monsieur qui s'appelait monsieur Trichet, qui était le gouverneur de la Banque de France. Et il l'a fait à son insu, Bérégovoy. Il s'en est mordu les doigts. D'ailleurs, Mitterrand a dit, c'est pas possible, c'est pas Bérégovoy qui a connu ça. C'était tout simplement Jean-Claude Trichet qui avait agi pour le compte financier. Des traîtres, ça. Traîtres à la nation. Et voilà comment on a foutu le monde industriel français. Voilà. Vous voyez, j'ai pas passé une heure, hein. Je ne sais pas depuis combien de temps on parle, hein, mais vous voyez, en très peu de temps, je vous ai expliqué comment on a claqué l'économie française. Et quand vous voulez vous attaquer à un pays, si vous voulez vous attaquer de manière sournoise à un pays, vous allez faire quoi? Et là, vous allez commencer à attaquer les gosses. Parce que quand vous attaquez les gamins, ça ne se voit pas. Bonjour Marion. Et bien vous en parlez beaucoup mieux que moi. Donc, on va commencer à attaquer les gamins. Vous savez qu'un enfant, pour se construire, il est obligé de s'attacher à son parent protecteur. C'est l'attachement au parent protecteur qui permet à l'enfant de se construire psychologiquement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va arracher les enfants à leur milieu familial. Qui connaît les accords de Toronto concernant l'enfance? Mais on ne va pas s'arrêter là. On va faire un travail de sape sur l'enfant. Psychologiquement, on va le casser. Du parent protecteur, qui était peut-être un peu alcoolique, vous savez, moi j'ai mon père qui picolait, hein. Il a picolé une partie de sa vie, enfin, un court laps de temps de sa vie où il picolait vraiment beaucoup.
Et la dépendance, vous savez, dans une famille ou sur une personne, la dépendance, des fois, ça existe parce qu'il y a eu une carence affective. Mon père, il a perdu sa mère, il avait 3 ans et demi. J'ai compris pourquoi mon père s'était mis à picoler à un moment donné. Puis il a arrêté du jour au lendemain. Il a attendu de peser 35 ou 40 kilos pour arrêter de picoler, mais il a arrêté du jour au lendemain. Moi, j'aurais pu faire partie des gamins retirés à leur famille. J'ai eu la chance d'échapper à ça. Mais, vous voyez, c'est pas parce que vous avez un père ou une mère qui a eu un passé difficile, perte des parents, quelque chose comme ça, qu'on doit retirer le gosse. Et c'est ce qu'on fait. Et on est encore plus pervers. Parce que là, on va monter des mensonges, on va bâtir des mensonges pour retirer l'enfant à sa famille. Puis regardez après la construction du raisonnement de l'enfant. Quand il devient ado, on va tout faire pour que le gosse n'ait plus aucune possibilité pour raisonner. Regardez le système éducatif aujourd'hui, on est en train de gaver des oies. Moi, quand j'ai 10 ans, qu'est-ce que j'en ai à foutre que la Suède soit producteur de je ne sais combien de tonnes de bois, je m'en bats les cacahuètes, quelque part. Mais on est en train de gaver des oies, et on est en train de faire des clos. Il y avait un moment, on avait une logique, où on utilisait l'aptitude des gamins. Le gamin, il était manuel, il était doué dans un truc, puis on faisait surfer sur son truc d'intérêt, puis s'il aimait le bois, on allait le mettre dans une filière d'ébénisterie ou de menuiserie. Le gars, il était doué sur autre chose, on allait l'emmener sur autre chose. On ne tient même plus compte de l'aptitude naturelle des gamins aujourd'hui. On veut faire des clones. Et des clones qui soient incapables de penser ni de raisonner. Regardez Bridgely qui vient d'écrire le bouquin La fabrique du crétin. Je vous recommande aussi La fabrique du crétin numérique. Parce que le gamin, on va le soumettre à la drogue, on va le soumettre à l'écran, et on va le livrer aux réseaux criminels, la plupart du temps. Voilà ce qu'on est en train de faire. Eh bien, faites ça de manière sournoise pendant 15 ans ou 20 ans, et regardez bien ce qui se passera dans 20 ans en France. Voilà, c'est la bande. Donc, je vais laisser Marion, qui a eu la gentillesse de venir parmi nous, qui va nous exposer tout ça. Voilà. Merci. Un, deux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon comme ça? Vous êtes prêts? Bonjour. Bonjour. Vous avez dit, on va soumettre l'enfant à l'écran. Vous avez dit à l'écran. On va le soumettre à l'écran, effectivement. Alors, vous avez dit 3 choses. À l'écran, aux dépendances. Oui. Et puis, on va livrer l'enfant au réseau criminel. Oui, bon, on va d'abord le livrer au sexe. Voilà. Le sien. Le sien. Hein, c'est de ça que je viens vous parler. Entre autres, parce que les impacts entre l'enfance et la famille sont absolument multiformes et c'est un tir de barrage. C'est un tir de barrage. Mais honnêtement, je pense qu'on va gagner, que nous ne gagnerons pas et que ça se dessine, ça se prépare.